La Russie voit ses systèmes de défense aérienne les plus avancés, valant des milliards, être détruits. Le fait est que l'arme qui les bat n'est pas un missile supérieur, mais de simples drones ukrainiens à bas coût, surpassés en puissance de feu par la machine de guerre de Poutine. L'Ukraine mène une campagne stratégique pour dégager le ciel en Russie et sur les lignes de front, en utilisant des essaims incessants de drones. Dans cette vidéo, nous allons retracer comment cette campagne prend de l'ampleur. D'une opération audacieuse en profondeur au cœur de la Russie, à une série d'attaques spectaculaires sur 3 jours qui ont anéanti pour 60 millions de dollars de défenses aériennes. La vraie question n'est pas ce qu'ils ont frappé, mais comment quelques drones simples contournent un bouclier à plusieurs milliards de dollars. L'effondrement des défenses aériennes russes ne débute pas avec l'explosion d'une batterie de missiles sur la ligne de front fin novembre 2025. Tout a commencé plusieurs mois plus tôt, au cœur de la Russie, par une opération si audacieuse qu'elle a redéfini les limites de la guerre moderne. Pendant des années, un son particulier et terrifiant a hanté les villes ukrainiennes. Le grondement sourd des Tu-95 et Tu-22 M3 des bombardiers stratégiques. Ces géants du ciel, vestiges de la guerre froide, décollaient de bases aériennes, situées à des milliers de kilomètres, au cœur de la Russie. Ils étaient le système de lancement des missiles de croisière qui ont détruit immeubles, centrales électriques et vies. Tout le réseau de défense aérienne russe protégeait ces atouts précieux. Mais au début du mois de juin 2025, l'Ukraine a décidé d'arrêter de simplement esquiver les coups et a frappé de toutes ses forces. L'opération Toile d'araignée, préparée depuis plus d'1 an et demi, a été supervisée par le président Volodymyr Zelensky. Son objectif était simple mais immense, neutraliser les bombardiers russes à long rayon d'action, responsables de la destruction en Ukraine. Le plan n'était pas d'attaquer les défenses de première ligne, mais de les contourner discrètement pour frapper en territoire russe. Ce qui a suivi fut un chef-d'œuvre tactique à grande échelle, plaçant des moyens en plein cœur de la Russie. Ils attendaient l'ordre d'attaquer. Le 1er juin 2025, 117 drones à vue à la première personne se sont activés. Ils n'ont pas attaqué une seule cible. Au lieu de cela, ils ont frappé simultanément 5 grandes bases aériennes, réparties sur 5 fuseaux horaires de la Russie. Du cercle arctique, près de Mourmansk, jusqu'à la région d'Amour, à l'extrême est, l'essaim coordonné a été déployé. La cible la plus impressionnante était la base aérienne de Belaya, en Sibérie. Elle est à 4300 km de l'Ukraine, donc plus près du Japon que de la ligne de front ukrainienne. L'armée russe voyait dans cette distance une garantie de sécurité. Personne ne pouvait les atteindre là-bas, pensait-il, jusqu'à ce que l'opération Toile d'araignée leur prouve le contraire. Le génie de cette opération tenait à sa simplicité. Les drones étaient démontés en pièces détachées et secrètement réassemblés une fois à l'intérieur de la Russie. Ils étaient cachés dans des lieux très ordinaires, sous les toits de cabanes en bois ou à l'arrière de gros camions commerciaux. Ils ont embauché des chauffeurs russes ignorants du contenu pour conduire ces sites de lancement secrets. Près des bases aériennes, les drones, munis de petites bombes puissantes, se sont déployés tels des guêpes en colère. Des pilotes restés en Ukraine les guidaient grâce à des flux vidéo en direct et même au réseau de téléphonie mobile ordinaire utilisé par les civils russes. Pour contourner la technologie de brouillage des signaux russes, les drones utilisaient des programmes informatiques gratuits qui leur permettaient de voler sans dépendre des satellites GPS. Si le signal de contrôle était coupé, l'IA prenait la relève, agissant comme un pilote automatique avec une carte prédéfinie pour que les drones volent vers leur cible. Des preuves vidéo montraient ces drones percutant les ailes des énormes bombardiers, Tu-95 près des zones de stockage de carburant, provoquant d'énormes explosions enflammées. Selon les renseignements ukrainiens, les frappes ont touché plus de 40 avions militaires, y compris des bombardiers stratégiques inestimables et de rares avions de détection avancée A-50. En une nuit, ils disent avoir endommagé 34% des porteurs russes de missiles de croisière stratégiques. Une analyse indépendante a confirmé la destruction d'au moins 12 bombardiers, irremplaçables, pour un coût total estimé à 7 milliards de dollars. La conclusion de l'opération Toile d'araignée a été de prouver que le plus grand atout stratégique de la Russie, sa taille immense, n'était plus un bouclier. Une poignée de drones bon marché pouvait contourner tout le réseau de défense en profondeur et frapper en plein cœur. L'opération a été un séisme psychologique, certains médias russes l'appelant le Pearl Harbor de la Russie. Toile d'araignée a établi le précédent. Le bouclier n'était pas seulement fissurable, il avait déjà été brisé de l'intérieur. Pour les planificateurs de guerre ukrainiens, ce n'était que le début. Toile d'araignée allait bientôt frapper l'arme. La suite logique était de détruire le bouclier protecteur. 5 mois après l'arrivée des drones dans les bases aériennes de Sibérie, l'Ukraine a mis à profit ses enseignements avec une précision remarquable. Leur objectif avait évolué. Ils devaient à présent démanteler méthodiquement le vaste bouclier de défense aérienne, protégeant les principales bases russes. Les nouvelles cibles étaient les gardiens.
Le 14 novembre, la cible a visé le joyau de la défense aérienne russe, une batterie principale de missiles S-400 Triumph. Ce système montait la garde sur une base navale et un port très important à Novorossiysk, sur la mer Noire. Il s'agissait d'une attaque majeure planifiée. Novorossiysk était bien plus qu'un simple port. C'était un centre vital pour l'armée et l'économie russe, la principale voie d'exportation du pétrole russe vers le monde. Sa protection était absolument cruciale. La batterie S-400 était une forteresse technologique de 500 millions de dollars conçue pour verrouiller le ciel. La détruire montrait que le bouclier ne savait pas se protéger, ni défendre les actifs vitaux qu'il devait protéger. Le message était plus grave que la simple perte d'un bombardier. Alors que l'attention mondiale était sur les incendies au port pétrolier de Novorossiysk, provoqués par une attaque ayant fait grimper les prix du pétrole, une autre mission secrète se déroulait. Les drones longue portée de l'unité Alpha d'Ukraine ont aisément contourné les défenses de la base, sans viser les réservoirs de pétrole en feu. Ils ciblaient une zone militaire où 12 lanceurs de missiles S-400, les plus puissants systèmes de défense aérienne russes, étaient cachés. Les drones ont frappé avec précision. Lorsque la fumée s'est dissipée, les images satellites ont confirmé les pertes stupéfiantes. 4 lanceurs de missiles solaires S-400 Triumph ont été détruits. Le vrai génie de cette frappe tenait à ce qui avait été touché. À côté d'eux, les drones ont également éliminé les yeux et le cerveau du système. Un radar d'alerte précoce 96N6, nom de code Cheeseboard, et un radar d'engagement de cible 92N6, nom de code Gravestone. Beaucoup pensent qu'un système de défense aérienne moderne se limite à des missiles, mais c'est en réalité un réseau intégré, comme on le voit ici. Le radar Cheeseboard surveille l'horizon pour détecter les menaces, et les radars Gravestone les verrouillent et guident les missiles vers leur cible. Détruire ces composants ne fait pas que retirer quelques missiles du jeu. Cela aveugle et décapite toute la batterie de missiles. Même les lanceurs survivants sur le site ont été rendus inutilisables. Les renseignements ukrainiens prévoient probablement d'autres dégâts, résumés clairement par le service de sécurité d'Ukraine. Chaque système détruit crée une faille dans leur défense que les drones et missiles ukrainiens exploiteront à coup sûr. Cet échec catastrophique met en lumière la faille technique fondamentale du S-400, une faille que l'Ukraine a appris à exploiter sans pitié. Le S-400 Triumph est un chef-d'œuvre de l'ingénierie de la guerre froide, conçu pour un type de guerre différent. Il a été conçu pour détecter, suivre et anéantir des menaces combattantes à haute altitude et à grande vitesse, comme des chasseurs supersoniques, des bombardiers stratégiques et des missiles balistiques. Ces radars sont optimisés pour scruter vers le haut et vers l'extérieur, et ces missiles 48N6 coûtent plus de 3 millions de dollars chacun pour cette mission haut de gamme spécifique. La leçon était claire. Le bouclier le plus avancé de la Russie avait un point aveugle majeur, conçu pour repérer les menaces aériennes, pas terrestres. L'Ukraine venait d'apprendre à le franchir discrètement. L'opération Toile d'araignée demandait si nous pouvions atteindre le cœur d'une zone que l'on croyait sûre. Novorossiysk y a répondu. Peut-on briser l'armure que la Russie s'est créée ? La réponse a été un oui clair. L'attaque a clairement prouvé que le système de défense le plus coûteux de la Russie pouvait être anéanti par une vague de drones bon marché, intelligents et incessants. Cette frappe a détruit une batterie de missiles de 500 millions de dollars et révélé une nouvelle façon de combattre, préparant l'effondrement des défenses aériennes russes dans les jours suivants. Si la première attaque à Novorossiysk fut une coupure nette, sur un point vital, la suite équivalait à démonter la machine pièce par pièce. Quelques jours après cette victoire, les commandants ukrainiens ont lancé une attaque durant 72 heures. Cela a montré que la première victoire n'était pas un coup de chance, mais révélait des faiblesses majeures dans la défense aérienne de la Russie. Fin novembre, des pilotes de drones et soldats ukrainiens ont détruit 3 grands systèmes de défense aérienne russes, dont 2 différents. Des systèmes de missiles Buk et, ironie du sort, un Tor M2. Le Tor M2 a en fait été conçu pour traquer et détruire les drones, mais dans ce combat, il a perdu face à 2 drones. Le coût total pour la Russie, estimé à 60 millions de dollars, a été perdu en 3 jours. Chaque perte fut un revers stratégique. Analysons pourquoi. Les systèmes Buk sont la base de la défense moyenne portée russe. Leur destruction a ouvert des failles dans la protection des postes de commandement et centres logistiques. La destruction du Tor M2 est l'échec le plus révélateur. Ce système de défense aérienne russe est justement conçu pour abattre les drones à basse altitude. Sa destruction par l'arme même qu'il était censé éliminer révèle la faille mortelle du concept de défense russe dans son ensemble. Un Tor M2 ne peut suivre et engager que 2 à 4 cibles à la fois. Sachant cela, les tactiques ukrainiennes ont évolué pour exploiter cette faiblesse par la saturation. Au lieu d'envoyer 1 ou 2 drones, ils lancent maintenant des vagues coordonnées de 10, 20 ou plus. Lorsqu'un Tor M2 est frappé par un tel essaim, son système est immédiatement surchargé. Dans ces moments confus et cruciaux, le système de défense high-tech est submergé, et l'inévitable se produit.
Un minuscule drone à 500 $ atteint sa cible, tandis que le tueur de drones spécialisé est tout simplement submergé par les drones. Cette attaque de 3 jours coûtant 60 millions de dollars à la Russie était bien plus qu'une suite de hasards. C'était la preuve finale, après la frappe à Novorossiysk, que même le défenseur le plus avancé et spécialisé est impuissant face à un essaim imparable. Les frappes contre le Buk, le Tor et le S-400 sont plus que des défaites militaires pour la Russie. Elles représentent aussi un lourd impact financier. Calcul impossible vidant la machine de guerre russe de ses ressources. Regardons les chiffres d'un engagement. Un drone kamikaze FPV ukrainien coûte entre 300 € et 5000 € à produire. Cela représente environ 350 à 5800 $. Maintenant, combien cela coûte-t-il à la Russie d'essayer de s'en défendre? Un seul missile pour un système S-400 coûte environ 37 millions de dollars. La Russie a dû utiliser des intercepteurs coûtant des millions contre des drones valant à peine quelques centaines de dollars. C'est un suicide économique, comme écraser un moustique avec une masse en or, et en plus raté. L'Ukraine l'emporte sur le champ de bataille, et sur le plan financier. Cette perte catastrophique de matériel n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre, sans doute plus cruciale, est le déséquilibre industriel. Cela assure que cette guerre financière reste viable pour un camp, et désastreuse pour l'autre. Pour comprendre pourquoi cela est soutenable pour un camp et catastrophique pour l'autre, il faut regarder au-delà du champ de bataille, dans les usines. L'effort de guerre ukrainien repose sur une révolution de la production militaire, que les analystes nomment l'ubérisation de la guerre. Cela signifie simplement se concentrer sur des armes à bas coût, à la demande et omniprésentes. Et non, il ne s'agit pas d'un seul mastodonte étatique développant des armes complexes pendant des années. C'est un écosystème florissant et décentralisé de plus de 300 start-up groupes de bénévoles et petits ateliers. Ils appliquent une philosophie unique, repérer un problème sur le terrain, utiliser des pièces du commerce et fournir une solution opérationnelle en jours ou semaines, non en années. En Ukraine, les drones sont considérés comme des munitions, à usage unique, jetables et produits en grande quantité. Le résultat, c'est une production industrielle que la Russie ne pourra jamais espérer égaler. La production de drones en Ukraine est une priorité nationale, dynamisée par des partenariats comme l'accord de production conjointe avec les Pays-Bas. Les prévisions pour 2025 suggèrent que l'Ukraine pourrait produire jusqu'à 45 millions de drones par an, en livrant des centaines de milliers chaque mois sur la ligne de front. D'un autre côté, la réalité industrielle de la Russie est le reflet même de la décadence. Pendant des décennies, l'industrie de défense russe a survécu grâce à un modèle simple, vendre des armes coûteuses comme le S-400 à l'étranger, avec une forte marge bénéficiaire, et utiliser cet argent pour subventionner des ventes à bas prix à sa propre armée. La guerre en Ukraine a brisé ce modèle. Les sanctions ont coupé l'accès aux microprocesseurs, outils de précision et matériaux nécessaires à la fabrication d'armes modernes. Les rares composants disponibles coûtent 10, voire 100 fois plus cher. Les ouvriers qualifiés ont été retirés des usines et envoyés sur le front. L'industrie fonctionne désormais dans ce que des documents internes décrivent comme un mode de contrôle manuel. Cela signifie que la Russie a du mal à honorer les commandes de l'État, à des prix fixes et dépassés, alors que ses coûts explosent. De grandes entreprises comme le fabricant de drones Kronstadt sont ensevelies sous les dettes et les procès. L'activité très rentable de la Russie, la vente d'armes à l'étranger, s'est effondrée. Elle finançait auparavant toute leur industrie militaire. La Russie, autrefois parmi les principaux vendeurs d'armes mondiaux, a vu ses exportations s'effondrer. La France est désormais le deuxième plus grand vendeur d'armes. Les gros clients en Asie et en Afrique ont commencé à acheter auprès d'autres pays. Ils refusent d'acheter des systèmes militaires russes jugés faibles ou vulnérables, surtout que les sanctions rendent leur réparation ou entretien quasi impossible. Perdre tout cet argent signifie que la Russie ne peut plus se permettre d'aider à payer les armes dont elle a besoin pour son propre armée chez elle. Le côté financier de la guerre montre deux histoires complètement différentes. En Ukraine, l'industrie de la défense est en plein essor. Ses revenus provenant de la vente d'armes ont augmenté de 41% en 2024. Cette croissance est portée par son peuple, créateur d'armes innovantes comme les drones. En parallèle, Rostec, principal armurier russe, fait face à des difficultés. Oui, ils gagnent plus, mais uniquement grâce à leur armée qui achète tout ce qu'ils produisent. Coupés de l'approvisionnement mondial, ils n'ont pas accès aux puces et pièces technologiques nécessaires. De plus, les revenus tirés de la vente de grands systèmes de missiles à l'étranger ont disparu. L'Ukraine ne gagne pas seulement des batailles, elle démantèle aussi la machine financière qui permet à la Russie de fabriquer ses armes coûteuses. Le bouclier est fissuré et l'usine qui le produit ferme. Revenons au vrai problème. Cette virée de 3 jours à 60 millions de dollars n'était pas simplement une série de coups de chance, c'était le point d'exclamation à la fin de la phrase, écrite à Novorossiysk.
Cela a prouvé que même le défenseur le plus spécialisé est inutile face à un essaim intelligent et implacable. Un schéma était désormais indéniable, mais ce schéma mène à une autre question. Des batteries à 1 milliard de dollars détruites, et des boucliers à 60 millions démantelés en quelques jours seulement. À quel point? La réponse est simple, une formule en 2 parties que l'Ukraine a maîtrisée. Premièrement, l'angle mort. Chaque radar au sol a une limite physique et ne voit pas au-delà de la courbure de la Terre. Les systèmes géants comme le S-400 sont faits pour détecter les avions à réaction en altitude. Un minuscule drone volant bas juste au-dessus des arbres leur est invisible. C'est comme un faucon cherchant d'autres oiseaux, sans jamais remarquer une souris dans l'herbe. Ce principe physique a été exploité à Novorossiysk. Deuxièmement, l'essaim. Sachant cela, l'Ukraine a utilisé un nombre écrasant. Si un drone à 500 $ est difficile à repérer, qu'en est-il de 20? Comme vu avec le Tor M2 conçu pour détruire les drones, il ne peut en combattre que quelques-uns à la fois. Un essaim de 10 drones ou plus le submerge. Les drones servent de rideau mobile, dissimulant des frappes plus puissantes. Ils submergent le bouclier pour que les missiles ukrainiens passent la brèche. Cette méthode fonctionne, mais elle crée son propre défi monumental. Elle nécessite des milliers de drones et des pilotes d'élite chaque mois, ce qui amène à la véritable question. D'où viennent-ils tous? Tandis que la Russie s'appuie sur une industrie étatique lente, l'effort de guerre ukrainien repose sur un réseau de plus de 300 startups et ateliers, en forte croissance depuis une poignée seulement en 2022, coordonné par le cluster Brave One, soutenu par le gouvernement. Cet écosystème relie directement inventeurs, ingénieurs et soldats, Brave One jouant un rôle d'intermédiaire et d'accélérateur. Un soldat en première ligne peut, par exemple, détecter un brouillage russe. Grâce à Brave One, une équipe technologique à Kiev ou Lviv peut développer et déployer une contre-mesure opérationnelle en quelques semaines. Les drones sont considérés comme des munitions intelligentes, conçues pour un objectif unique et dévastateur, avec des retours constants du champ de bataille, qui alimentent des améliorations rapides. Cependant, même le drone le plus avancé au monde est inutile sans la bonne personne pour le piloter. L'experte ukrainienne Maria Berlinska l'explique simplement. La majeure partie du succès d'un drone, près de 90%, dépend de la qualité de la formation de l'équipe, et non de la technologie sophistiquée du drone. Un pilote FPV expérimenté requiert environ 3 mois d'entraînement intensif. Ces opérateurs ne sont pas de simples joueurs, mais aussi ingénieurs, stratèges et psychologues. Ils réparent le matériel endommagé dans des tranchées boueuses, et prennent des décisions en une fraction de seconde qui peuvent signifier la vie ou la mort. Ainsi, l'Ukraine a créé un large réseau de centres de formation et des écoles mobiles pour préparer ses pilotes d'élite, convaincus que l'esprit humain reste l'arme la plus puissante. Cet avantage est renforcé par l'IA, grâce à des modèles open source réentraînés avec des données classifiées du champ de bataille. L'Ukraine a créé des drones capables d'une approche finale autonome. Cela signifie qu'un pilote peut désigner une cible. Même si le brouillage russe coupe le signal de contrôle à la dernière seconde, l'IA peut guider le drone jusqu'à l'impact de manière autonome. Cette avancée simple a fait passer les taux de réussite de 10 à 20%, à 70 à 80%. Cela a transformé une arme prometteuse en un chasseur fiable et guidé avec précision. La faille fatale dans le bouclier de la Russie, donc, n'est pas simplement un problème technique, c'est un décalage fondamental de philosophie. La Russie mène une guerre industrielle centralisée du XXe siècle. L'Ukraine mène une guerre en réseau et entrepreneuriale du XXIe siècle. Là où un drone bon marché, une idée intelligente et un opérateur hautement qualifié peuvent vaincre la suprématie technologique. À chaque fois, la destruction des défenses aériennes et des bombardiers stratégiques russes n'était qu'une première étape, la brèche dans le mur extérieur. Une fois ce mur fissuré, les campagnes de drones ukrainiennes sont passées de victoires tactiques à une véritable stratégie et punition stratégique. L'objectif est de passer de la défaite militaire à l'érosion des bases économiques et psychologiques de la machine de guerre russe. Autrefois gardienne du ciel, les défenses aériennes russes détruites, l'Ukraine a vite trouvé une nouvelle faiblesse pour frapper le portefeuille russe. Il s'agissait d'un passage à la guerre économique. L'Ukraine a utilisé ses drones longue portée pour attaquer en continu la principale source d'argent de la Russie, ses installations pétrolières et gazières. Une campagne intense de frappe a visé raffineries, terminaux de stockage et centres de distribution au cœur du territoire russe, loin de simples piqûres d'épingle. La campagne a changé de cible en août 2025, délaissant les sections faciles à réparer, pour frapper les parties les plus vitales de la raffinerie. Les unités de distillation du brut, ou UDB en abrégé, ont alors été visées par des frappes, puis les attaques ont commencé à cibler les installations de façon répétée, pour empêcher toute reprise. Par exemple, la raffinerie de Sisteron dans l'oblast de Samara a été frappée à plusieurs reprises, notamment le 15 août et le 24 août. De même, la raffinerie de Ryazan a subi des frappes répétées en août et en septembre, ce qui a entraîné des arrêts prolongés.
Les frappes ont provoqué d'importants dégâts et visaient à limiter la production d'essence et de diesel en Russie. La gigantesque raffinerie Lukoil de Volgograd a été frappée en novembre, endommageant la machine principale et plongeant une partie du complexe en flammes. Comme vous le voyez sur la vidéo, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement, l'original. C'est quoi ce bordel? Je pense, d'abord, l'un commence avec de l'huile, moi je commence avec de l'huile. L'attaque a temporairement stoppé l'usine et réduit fortement sa production de carburant. Même les grands ports maritimes étaient menacés. Des drones navals ont attaqué une structure pétrolière flottante près de Novorossiysk, perturbant les expéditions de pétrole et révélant la dépendance de pays comme le Kazakhstan à ce port. Cette pression a poussé les experts à estimer que ces attaques ont mis hors service près de 20% de la production totale de carburant russe. Les conséquences ont été immédiates et sévères. Les habitants des régions russes ont commencé à constater des pénuries de carburant, ce qui a fait flamber les prix de l'essence à la pompe. Pour y faire face, le gouvernement a dû suspendre temporairement les exportations de carburant. Il perdait ainsi d'importants revenus étrangers, cherchant frénétiquement à préserver la stabilité intérieure. Ce succès montre qu'un drone détruisant une vanne de raffinerie peut avoir plus d'impact stratégique que la destruction de plusieurs chars sur le front. Cela a prouvé qu'à l'ère moderne, l'arrière-pays n'est plus un sanctuaire. Le champ de bataille s'est élargi pour inclure chaque infrastructure critique. Cela signifie désormais que la résilience économique d'une nation est un élément direct de sa défense nationale. L'Ukraine a démontré qu'une force plus petite, utilisant des technologies asymétriques, pouvait menacer directement le cœur économique d'un adversaire bien plus grand. Ils ont ainsi transformé un conflit militaire local en crise économique nationale. Pour la Russie, le conflit avec l'Ukraine est désormais bien plus qu'une simple défense nationale. L'Ukraine est aujourd'hui le laboratoire mondial le plus intense pour la conception et l'usage de drones. Chaque jour, on estime que 10 000 drones sont utilisés sur l'ensemble du front, générant une quantité impressionnante de données de combat. L'Ukraine à elle seule a recueilli environ 2 millions d'heures d'images du champ de bataille. Ce jeu de données sert à entraîner l'IA, affiner les tactiques et accélérer l'innovation à un rythme inégalé en temps de paix pour toute nation, groupe insurgé ou planificateur militaire. Observer le conflit offre un manuel complet sur la façon dont l'ingéniosité et la production décentralisée peuvent défier la puissance industrielle brute. L'impact le plus dévastateur a toutefois concerné l'image, ou, comme disent les hommes en costume, l'optique. Au-delà des dégâts physiques infligés aux bombardiers et aux batteries S-400 valant des milliards de dollars, il y a une victoire plus profonde, la destruction d'un mythe. Pendant des années, des armes comme les S-400 s'étaient représentées comme preuve de l'invincibilité de l'armée russe. Mais lorsque des drones bon marché et simples continuent de les détruire, cela fait bien plus que créer des brèches dans les défenses russes. Cela a brisé toute l'idée de la puissance russe. Cela donne à tout le monde, même aux soldats, le sentiment d'être constamment exposés et que rien n'est vraiment sûr. Cela fait douter les gens de leur chef et affaiblit la confiance des troupes, envoyant un message clair au monde. Même une technologie exceptionnelle devient vite obsolète si elle n'évolue pas. L'histoire de l'Ukraine montre que la force, dans un conflit moderne, ne dépend plus seulement de la puissance des armes. Il est déterminé par celui qui peut innover le plus rapidement, produire le plus intelligemment, et s'adapter avec le plus de persévérance. Les règles de la guerre ont été réécrites, piratées, imprimées en 3D et envoyées vers le futur. La principale leçon de ce conflit est évidente. Dans la nouvelle ère des drones, la capacité de fabriquer une grande quantité d'équipements bon marché et de faire évoluer rapidement sa technologie est plus importante que de posséder les systèmes les plus grands et les plus impressionnants. Un groupe de personnes intelligentes qui collaborent et innovent sera presque toujours plus rapide et plus malin qu'un gouvernement ou une grande entreprise lente et traditionnelle. L'un des problèmes avec la création de vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blesser de soldats russes. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images du front n'est pas adapté aux annonceurs et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes qui sont détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer si les annonceurs sont mécontents de notre contenu. Le site est financé par votre soutien, pas par la publicité.
si vous vous intéressez à ce type de couverture. Et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre travail et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.